entzuten aizie, bai? Hunki jin, eskerrik hanitz saldun jin behitzide labuantxak hanbeak antolatzen din mintzaldi junta. Ordin badio hoai urte bat beno habosek hasigela lanin agroi hangintzan. Laboaiak berriz hasditin etxaltetan zuhaintzer edo arboler balio baten emaiten, baliatzen, nagalantatzen. Eta gaur xantza bat badugu Dominik Manzionik heitiaguekin. Frantzian hua aspaldiskan, arra hasi baita zuhaintze kapetatuer, lepatuer, sardekatuer. Bon, izen haintz badie, bena zuhaintzen baliatzeko manea hori interesatzen. Honin utziko dut presentatzen, Eta geho badugu beste xantza bat gaur, ez dakit nunden, me badugu Alenkane, Frantziako agroi hangintza alkarteko lehendakaia. Eta haik lotua eginen du minibat egunko egunin agroi hangintza saidian egiten den lanaikin. Eta jakutsiko dek egazko zuhaintzek egunko labuantxan ben lekia badiela. Eta prefosta zuhaintze lepatuek lehenik. Donc merci d'être venus nombreux à cette conférence organisée par Euskal Herriko Laborantza Ganbara. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a commencé à travailler sur l'agroforesterie parce que il nous semblait, à moi et aux paysans du bureau et à de nombreux paysans, un petit nombre de paysans, que les arbres ont une valeur dans les fermes et que c'est important peut-être de redonner une valeur plus importante aux arbres dans les fermes, que ce soit en replantant ou en valorisant les arbres sous toutes les formes possibles et imaginables, pour leur redonner une valeur économique notamment, mais aussi pour bénéficier de toutes les valeurs des arbres pour l'environnement, pour le territoire, pour les gens qui se baladent, pour le plaisir des yeux. Voilà, vraiment beaucoup d'usages. Donc on a la chance d'accueillir Dominique Mansion ce soir. C'est, on peut dire, un expert des arbres têtards ou des trognes en France. Ça fait déjà de nombreuses années qu'il a commencé à s'intéresser à ce sujet. Donc peut-être qu'il est un peu en avance sur pas mal de monde. Et il va expliquer beaucoup mieux que moi tous les avantages des trognes pour les fermes, pour le territoire, tous les usages qu'on peut avoir à partir des trognes. Et après, on a la chance d'avoir ce soir aussi Alain Canet, le président de l'Association française d'agroforesterie. Donc lui, qui va nous montrer que les trognes ont tout à fait leur place dans les systèmes agroforestiers d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà, je laisse la parole à Dominique. Merci Johanna. Je ne vérifie pas si ce que tu as dit en basque correspond à ce qui a été dit en français. J'en suis assez incapable. Et donc je vous remercie. Je vais vous parler justement de ces arbres qui sont extrêmement présents dans votre magnifique région. Et quand on les regarde d'un peu partout, d'un peu loin, on s'aperçoit que c'est une histoire tout à fait incroyable. Et on se demande comment on a pu, en quelques générations, oublier ces savoir-faire paysans qui ont tant apporté et qui ont permis à tant de générations de paysans, et pas seulement, finalement, de survivre à tous les aléas qui pouvaient être ceux de certaines époques lointaines. Mais on voit bien qu'avec les problèmes qui affluent rapidement, ces arbres, effectivement, sont en train de revenir sur le vent de la scène. Donc ça va être un petit peu un tour de ces arbres, comme ça. Le sujet est tellement vaste, bien sûr, que je n'en ferai qu'effleurer le sujet. Vous excuserez, là, il y a eu un petit problème de JPEG qui a superposé, mais vous voyez que la conférence se passe bien dans votre village ici. On peut enlever l'excès de lumière, s'il vous plaît. Alors, ces arbres, dans ma région, on les appelle des trognes. Et j'aime bien ce nom parce que finalement, il fait un lien très fort entre la relation qui existe entre l'homme et l'arbre, où l'arbre finit par ressembler à l'homme, ou inversement.
voulez. Donc, l'histoire de ces arbres serait vraiment des arbres qui ne peuvent exister que par la présence de l'homme. C'est ce que j'appelle aussi la rencontre du génie paysan et du génie végétal. Et souvent, les gens ne connaissent ces arbres que sous le nom de saules têtards, au point que certains pensaient que les trognes, ce n'étaient que des saules. Ça ne pouvait être les têtards que des saules. Alors que vous allez voir, ce sont bien d'autres espèces. Et d'ailleurs, dans l'illustration, vous avez ici plusieurs illustrations, une gravure, une peinture de bonnet, et puis là, une gravure illustrée au XIXe siècle. On voit bien que souvent, effectivement, le saule étant au bord de l'eau, il s'est tout à fait prêté à la représentation par les peintres et les illustrateurs. C'est aussi l'image qu'on a de ces arbres dans les pays du Nord. Si vous allez aux Pays-Bas, vous verrez que ces arbres sont vraiment emblématiques de ces pays du Nord, en Belgique, Pays-Bas, où on les retrouve au bord des canaux, au bord des rivières, au bord des fossés. Et tout à l'heure, je vous montrais Monet, et là, c'est Van Gogh qui les a illustrés quand il était encore dans son pays plat. Et puis, toujours cette image de ces arbres au bord de l'eau. C'est d'ailleurs une des solutions de faire du tétard au bord de l'eau pour éviter que ces arbres ne se couchent par les grands vents, comme c'est le cas dans le Marais Poitevin, puisque vous avez les peupliers qui sont aux côtés par grandes tempêtes qui se couchent. Les têtards, s'ils sont taillés régulièrement, eh bien, se tiennent enracinés dans le sol, parce qu'un tétard au bord de l'eau, n'étant enraciné que d'un seul côté, il est beaucoup plus sensible aux effets du vent. Toujours des images de ces arbres en alignement le long des fossés. Ici, on est en Normandie et ce sont des peupliers noirs là qui sont alignés. Vous voyez la densité. Certains d'ailleurs n'ont pas supporté la concurrence de leurs voisins et ont disparu par le développement et la concurrence. Et si vous allez le long de chemins creux dans certains pays de bocage, ben vous les verrez penchés sur les talus, agrippés aux talus, comme le dit Roger Reboussin, qui était du Perche, ces trognes qui sont agrippés aux talus et qui sont là comme des personnages qui regardaient passer les enfants qui allaient à l'école et qui ont aussi sont la raison des nombreux noms qu'on peut leur donner et qui font souvent référence à la figuration. Trogne, tronche, tétard, tétaux, le vocabulaire est multiple, puisque j'en suis actuellement à plus de 200 noms recensés à travers la France. Et j'ai appris ce soir au repas que j'allais au moins récolter une cinquantaine de noms basques. Vous voyez ma joie en repartant de cette région. Et puis, si vous êtes dans le sud, vous les verrez aussi souvent sous la forme de platanes, le long des routes et dans votre région, le long des rivières, où ils remplacent finalement souvent les saules, ce qui n'est pas forcément le meilleur pour la rivière, mais ce qui montre que c'est vraiment un arbre de production efficace. Et puis là, c'est sans doute des paysages qui vous parlent un peu plus. C'est une photo de Vincent Vignon, ça aurait pu être une photo de Cyril Vanmer, présent dans la salle. Ces forêts extraordinaires de têtards du Pays Basque, avec ces formes tout à fait particulières. Là, ces chênes pédonculés très hauts, avec ces formes en pied de marmite qui sont là. Et on va voir que ces formes sont extrêmement variables selon les régions et selon les essences. Toujours dans le Pays Basque, en Navarre, la côté espagnole, on retrouve ces mêmes forêts avant qu'on ait fait des frontières. Et bien sûr, on ne se souciait pas de savoir d'un côté ou de l'autre si c'était différent. Là, ce sont des hêtres. Hêtres qu'on va retrouver dans des forêts quasi similaires, dans les forêts périurbaines de Londres. Ici, on est à Burnham Beeches. C'est une forêt étonnante, c'est tout près de Londres. Et vous avez des hêtres, des charmes et là-bas des chênes pédonculés également. Et quand on sait que les Anglais étaient un peuple de marins et ils ont utilisé aussi beaucoup l'énergie fossile sous l'énergie de charbon de bois, on comprend que finalement les mêmes contraintes et créé les mêmes usages. Et c'était aussi des forêts plus ou moins pâturées. Alors, cette forme de boisement de ces trognes, de ces têtards, on les trouve partout. C'est une récurrence incroyable, ce qui permettait finalement
de concilier et production forestière et notamment élevage. Si vous coupez une forêt, en fait, vous créez un taillis et vous avez surpâturage, la forêt disparaît, c'est ce qui s'est passé sur le mont Aigoual et dans de multiples régions. Et en créant du tétard, en fait, vous mettez la forêt hors de portée de la dent des herbivores. Et ça, c'est quand même une invention assez géniale, puisque vous avez sur le même territoire un usage maximum de la production de tout un territoire. Là, on est excusez-moi, je me suis trompé de manœuvre. Voilà. Ici, on est dans le sud de l'Aragon. Là, ce sont des peupliers noirs qu'on va rencontrer le long des rivières, mais aussi en boisement. Et là, toujours en Aragon, en bas à gauche, c'est du genévrier turifère qui est ainsi conduit et qui était un arbre fourrager. Et puis là, j'ai découvert dans mon coin du Perche, tout près, à 15 km à peine de chez moi, vraiment des reliques de boisement de trogne sur du charme et du chêne. Et dans des zones de pente, on peut penser que toute cette production de bois était destinée au charbon de bois, bien sûr, avant l'usage des énergies fossiles. Et puis ces boisements, on va les retrouver jusqu'au cœur des villes et des villages, avec, comme ici, ce mail de tilleul. Eh bien, ce sont évidemment des trognes, mais des trognes urbaines, trognes qui vont aller se nicher jusque dans les jardins et jusqu'au cœur des cours des écoles. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu des instituts, des directeurs d'école, capables de dire que ces arbres étaient dangereux parce que les enfants jouant dans les écoles pouvaient se blesser en tapant dans les arbres. Vous vous rendez compte, hein? Alors que les piliers du préau, là, au bazar, ils n'avaient aucun danger. Bon. Il faut savoir que ces tilleuls dans les cours d'école servaient à produire, bien sûr, de la fleur avec laquelle on faisait des tisanes, plus le caractère mellifère qu'on connaît au tilleul et bien d'autres usages. Et puis, si on prend la route, mais en allant un petit peu plus loin, et même l'avion, si on veut, sans user trop de carbone, eh bien, ou sans en répandre de trop, vous verrez que ces trognes, on va les rencontrer un peu dans tous les pays du monde, jusqu'en Chine, jusqu'en les contrées les plus lointaines. Alors, certaines régions, ce sont les conquistadors qui ont pu, comme dans les pays du Sud, apporter la pratique qu'ils avaient chez eux, mais dans d'autres régions, eh bien, c'est les mêmes contraintes qui ont créé les mêmes inventions humaines. Alors ces arbres, si dans votre région au Pays Basque, on va surtout les rencontrer sous forme de boisement, dans bien des régions à travers la France, c'est au sein du bocage qu'on va les rencontrer. Ici, une photo du début des années 60 en Bretagne, et vous verrez un élément important, donc ces grandes trognes qu'on appelle là-bas des émondes ou des ragosses, hein, très hautes, sont au sein des haies. Et un caractère intéressant, c'est que vous voyez que les boisements, ils sont aussi au milieu des parcelles. C'est ce qui a disparu le premier d'ailleurs avec la mécanisation. Ce sont ces arbres fruitiers, ces pommiers, ces poiriers qui étaient en association avec l'élevage et avec les cultures. Ici, une autre photo dans les années 60 au nord-ouest du Mans, dans la Sarthe. Et vous voyez ces trognes qui sont présentes. Et dans les basses ici avec des arbres fruitiers et avec des arbres de auger et dans des haies qui sont moins taillées. Mais cette association, on voit bien qu'on combine une production, une gestion forestière au sein de la haie et non plus sous forme de surface comme dans la gestion forestière classique. Alors, qu'est-ce que c'est que la trogne en définitive? Eh bien, c'est un taillis, mais un taillis surélevé à hauteur qu'on va tailler régulièrement et dont on va prélever le bois pour divers usages. Et ici, il y a un élément intéressant, c'est un poirier. Ce poirier veut dire que la haie qui était présente ici avec ces trognes n'était jamais une haie qui poussait de cette manière-là. C'était une haie qui était en fait une haie clôture, un intercalaire, et on va voir comment tout à l'heure. Le témoignage, on peut le trouver dans certaines régions bocages, comme ici, près de chez moi, dans le Perche, où vous allez voir, bien sûr, ces têtards, ces trognes, plus ou moins hautes, de formes plus ou moins variées, mais aussi des sortes de trognes horizontales qui témoignent de ces arbres qui jouaient
jouer le rôle de clôture, ce qu'on appelle des plesses. Voilà d'autres exemples. En haut à gauche, un érable champêtre, ici un frêne, ici un chêne pédonculé, et là, un hêtre. Si vous allez dans les forêts du mont Beuvray, dans le Morvan, vous verrez ces arbres extraordinaires qui témoignent, là encore, d'une gestion de l'arbre par les hommes, qui montrent cette plasticité incroyable des arbres feuillus, avec lesquels on peut faire absolument tout. Et c'est finalement dans la contrainte que ces inventions ont été trouvées. Alors finalement, je vous montre cette photo, là c'est la forêt de Bercé, c'est une des plus belles forêts de France pour le bois d'œuvre, hein, avec des chênes qui peuvent faire pratiquement 25 mètres de fût sans une seule branche. Hein. C'est ce qui a été... c'est une forêt complètement gérée, ça n'a rien de naturel dans la gestion, puisqu'on s'est arrangé pour que les arbres soient les plus près des uns des autres, qui montent le plus haut possible, qu'il y ait une concurrence au niveau du réseau racinaire, une concurrence au niveau du houppier, de façon à faire une fibre très dense qui va servir pour faire du bois d'œuvre, faire du mérin pour des fûts, etc. Mais c'est bien une gestion de l'arbre, parce que vous emmenez n'importe quel quidam dans cette forêt qui va trouver ça complètement naturel. Ça n'a rien de naturel. Eh bien, la Trogne, c'est une forêt, finalement tout pareil, gérée par l'homme, une forêt aérienne, mais dont on va conserver le fût et dont on va prélever tout simplement le houppier à cycle régulier. Alors finalement, quand on compare ces deux types d'arbres, si on les met en pleine lumière, le chêne de pleine lumière, si on le laisse pousser tout seul, on va l'exploiter à un moment donné, on va le faire disparaître en le coupant au pied. C'est-à-dire qu'on va le valoriser sa grume, plus ou moins quand il est en pleine lumière, bien sûr, c'est assez compliqué à valoriser parce qu'on a un branchage très bifurcant, on va dire, alors qu'au niveau de la trogne, on va toujours conserver cette grume, enfin toujours ou pas, on va voir qu'il y a aussi des usages de la grume, et on va prélever régulièrement ce houppier qui va produire finalement aussi une ramure relativement régulière. Et si vous regardez certains chênes qui sont mis en pleine lumière, vous verrez une marcescence qui se situe, alors ça on voit très fréquemment ça dans les régions de bocage, à la base de l'arbre. Finalement le chêne de pleine lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait naturellement la trogne. La marcescence étant un signe de jeunesse chez les arbres. Qu'est-ce que c'est que la marcescence? Ce sont les arbres qui conservent en hiver leurs feuilles mortes au niveau des rameaux, feuilles mortes qui tombent au moment de la pousse de printemps. Mais nous, humains, quelque part, on est un peu prétentieux. Moi, j'ai longtemps pensé qu'on avait inventé les trognes, nous les humains, qui sommes si intelligents. Eh bien non. C'est la nature, tout bêtement, qui a inventé les trognes. Un inventeur, finalement, assez remarquable, c'est le castor. C'est ce que dit Pierre Déhomme dans un des numéros de la Hulotte consacré au saule tétard. Pierre dit que le castor a inventé le saule tétard. Ce que dit pas Pierre Déhomme, c'est que le castor, il a aussi inventé le peuplier tétard. Qu'est-ce qu'il fait le castor? Eh bien, il se met sur ses pattes postérieures et il va couper cet arbre pour en prélever bien sûr l'écorce et il sait que ça repousse et donc il va profiter à nouveau de cette taille. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours le castor qui a taillé, mais le jeune tétard de saule, là, il fait 1,50 m. Alors, c'est pas parce qu'il y avait un énorme castor dans le coin, c'est parce que, tout simplement, il y avait la crue, et le castor a taillé le saule au cours de la crue. Vous voyez le caractère affûté de ses dents pour réaliser ce travail. Alors, l'animal peut être à l'origine des tétards, mais tout simplement aussi les aléas climatiques, les aléas physiques. À gauche, on a un érable champêtre cassé par le vent, et vous voyez ce qu'on appelle la réitération, c'est-à-dire cette capacité, grâce à des bourgeons adventifs, qu'on appelle aussi bourgeons dormants, de remplacer le houppier, c'est-à-dire le branchage qui a été détruit par la casse. Et ici, c'est un jeune hêtre qui a été cassé, cette partie-là est morte, et vous voyez où ça repousse au niveau là. Donc la nature fait naturellement des trognes. Si bien que
au cours de l'évolution de ces végétaux, de ces feuillus, on peut imaginer qu'ils ont développé une capacité extraordinaire de refaire, de remplacer ce qui a été détruit par les contraintes naturelles. Et finalement, l'homme, en faisant la trogne, eh bien, il va dans le sens du végétal et pas contre. Donc ça remet pas mal en cause ce qu'on peut avoir de la vision de ces arbres dont on dit quelquefois